Ok, salut à tous, bienvenue dans le Spectrum, l'espion dans la maison, épisode 10, spécial Rocky 1. Le Spectrum, la reine du podcast. Raconte pas ta vie, raconte-nous des films. Ok, salut à tous. Aujourd'hui, émission 10. J'étais obligé de parler d'un film qui m'est particulièrement à cœur et je suis pas le seul dans le monde. On va bien sûr parler de Rocky, mais aussi beaucoup de son instigateur, Sylvester Stallone, qu'on ne présente plus, mais qu'on va quand même essayer de présenter sous différents angles. On va essayer de parler de l'homme aussi, surtout de la genèse de sa carrière, la genèse du premier Rocky, comment tout ça a pu se faire. Et pour cela, je suis accompagné donc d'un invité de prestige dans le coin rouge et noir, un poids lourd. Il fallait absolument être accompagné d'un homme qui connaît le sujet et aussi un amoureux de la saga Rocky. Et donc j'ai vraiment l'honneur de recevoir aujourd'hui un cinéphile aguerri en la personne de Redouane. Donc je suis vraiment très très content. Redouane, bienvenue. Écoute, merci beaucoup Jamel, c'est moi qui te remercie pour l'invitation déjà d'une, pour l'intérêt que tu portes. C'est un honneur. On va commencer tout de suite. Rocky 1, donc sorti en 1976, réalisé par John J. Avildsen. Alors, on est obligé de parler de Stallone, bien entendu, rappeler certaines bases. Donc, Stallone, il est né à New York en 1946, dans un quartier de New York. Il était ensuite étudiant à l'université de Miami et il a fait des études littéraires. Donc là, déjà, ce point-là, il est très, très important. C'est quelqu'un qui était fan d'Edgar Allan Poe, romancier de littérature fantastique. Très sombre. Très, très sombre, le Corbeau. On peut dire que, en tant qu'étudiant, ça dénote d'une grande sensibilité. Il se définit lui-même à la base comme un homme intello des cavernes. Et ça, c'est vraiment intéressant d'avoir ce point de vue, homme intello des cavernes, parce que dans les cavernes, on a des mecs assez balèzes, assez forts, assez puissants, mais on n'a pas forcément le côté intellectuel qui va derrière. Et lui, il a réussi justement à gérer cette dichotomie. Il y a une espèce d'ambiguïté là-dedans qu'on a eu du mal au départ à comprendre pour la plupart des gens, parce qu'au départ, quand on regardait des films, on s'intéressait pas forcément à l'histoire parce qu'on n'avait pas accès à toute cette documentation qu'on a aujourd'hui avec Internet, que ce soit les filmographies et tout. On recevait des VHS, on allait louer des films en DVD et on savait pas, on connaissait pas l'histoire des protagonistes principaux. Forcément, comme vous le savez maintenant, l'histoire de Rocky, elle est intimement liée à celle de Sylvester Stallone, puisque apprenti scénariste, comme je dis, il est étudiant à l'université de Miami. De fait de son physique, d'où l'homme des cavernes, avec la voix rocailleuse, paralysie faciale, tout ça, ça a un petit peu joué sur cette ambivalence et cette idée que c'était un mec un peu bourrin. Alors qu'au final, dans son intérieur, dans son psyché, son psyché n'a rien à voir avec cette apparence. Et c'est ce qui a vraiment fait en sorte qu'au départ, on a pu peut-être le stigmatiser avant même qu'il ait vraiment une carrière, parce que la musculation à l'époque, dans les années, on n'est même pas encore dans le début des années 80, c'est pas vraiment très hype, en tout cas c'est pas très populaire. Les héros de cette époque-là, ils sont pas super balèzes, que ce soit les Burt Reynolds, les Robert Redford, c'est plus des gueules en fait. C'est des gabarits, mais c'est plus des gueules. Même t'as James Caan qui commence à arriver sur le devant de la scène. C'est des mecs trapus, c'est des mecs qui ont une certaine allure, mais c'est pas développé. Le seul vraiment c'est Schwarzenegger, parce que lui c'est sa passion, c'est sa base. C'est sa base. Il était millionnaire avant d'arriver dans le cinéma, mais dans l'immobilier. Dans l'immobilier, exactement, ouais. Mais pour ce que tu dis sur la qualification d'intellectuel des cavernes, c'est comme ça qu'il se définit en tout cas. Bien sûr, et puis la force de Stallone, j'allais dire Rocky, tu vois. C'est le même personnage. On va le décortiquer comme ça aujourd'hui, c'est le même personnage. Mais c'est vrai que un homme des cavernes, il a un instinct de survie et lui, il a transformé cet instinct de survie bien vu en intellect et qui va puiser sa force dedans. Comme tu dis, il est déjà venu au monde avec des difficultés, paralysie faciale, des obstacles en fait. Déjà des barrières, cette histoire de paralysie faciale. Trouble d'élocution aussi. Trouble d'élocution, cette voix caverneuse, tu vois. Homme des cavernes, non ? Exactement. Donc il a trouvé les bons termes pour se qualifier lui-même, et c'est ce qu'il fera tout au long de sa vie. Donc non, c'est très bien présenté. La genèse de Rocky. Alors, donc Sylvester Stallone visionne
un combat entre Mohamed Ali, champion, toute catégorie, champion poids lourd, la star de la boxe, contre Chuck Wepner. Chuck Wepner, ouais. C'est une rediffusion qu'il voit au cinéma. Je vois ici et là beaucoup de légendes urbaines qui indiquent qu'il aurait assisté au match. Alors, en fait, c'est faux parce que à cette époque-là, en termes de bif, Sylvester Stallone, c'est la banqueroute. C'est le zéro pointé, comme vient de me faire en signe Redouane. Donc, il n'aurait jamais eu accès, ne serait-ce qu'aux tribunes. Il pensait plus à remplir son frigidaire qu'à essayer de voir un boxeur en remplir un autre. Donc, dans tous les cas, il a accès à ce combat, même si ça reste un détail. Mais je voulais rétablir cette vérité. C'est dans le cadre, en fait, d'une projection, d'une rediffusion cinéma, puisque à cette époque-là, en tout cas, il pouvait y avoir dans des petites salles de cinéma des rétrospectives, des rediffusions comme ça, des projections de films, puisque je rappelle que à cette époque-là, la HD n'existait pas, tout était filmé en pellicule, et donc voilà, il suffisait juste de remettre la bobine sur un combat comme ça. Je crois que le combat, il a peut-être duré 40 minutes, donc c'était encore plus rapide qu'une mi-temps de foot. Mais t'as raison de rétablir cette vérité, parce qu'il y a aussi la version qui dit qu'il l'a vu en direct à la télé. Ouais, exactement, bien, ouais. Tu vois, et effectivement, à cette époque-là, c'est compliqué pour Stallone, quand on sait que le mec a dû vendre son chien, donc, alors une place dans les tribunes pour aller voir Mohamed Ali. C'était totalement invraisemblable. Et il a donc cette idée de génie, qui va faire partie de la légende. Donc, en 1975, il écrit donc le scénario. Alors, est-ce que ça, c'est une légende ou pas? En 72 heures, 3 jours. Peut-être que... En tout cas, c'est moins d'une semaine, c'est sûr. Et c'est lors d'un casting qu'il rencontre ses deux futurs producteurs, Robert Chartoff et Erwin Winkler, lors d'un casting. Et il va leur placer, en fait, timidement, qu'il est, en plus d'être apprenti comédien, apprenti scénariste, et qu'il a écrit un scénario. Et il souhaiterait leur montrer, leur dévoiler. Contre toute attente, il s'avère que les deux producteurs ont un vrai coup de cœur pour le scénario écrit donc par cet illustre inconnu, Sylvester Stallone. Et donc, ils sont OK pour le produire. Par contre, ils sont pas du tout OK, tu me vois venir, pour que ce soit lui qui joue dedans. Ils pensent justement à des acteurs de l'époque qu'on a évoqués, donc Burt Reynolds, Robert Redford, Caan, tous ces grands noms en fait du cinéma, qui ont aussi cette particularité d'être comédiens, on peut dire caucasiens ou blancs en tout cas, et qui sont bien vus dans l'intelligentsia ou en tout cas dans la vision populaire à ce moment-là. Il y a très très peu en fait d'acteurs encore typés, peut-être on va dire latins. Al Pacino, c'est le précurseur. Bah, c'est celui qui a ouvert la voie justement dans un film avec James Caan, donc avec Le Parrain. Exactement. 5 ans avant, même pas. Donc c'est effectivement cette nouvelle manière d'Hollywood de regarder cette génération de comédiens qui jusqu'à là étaient représentés par de vrais, comme tu dis, caucasiens, anglo-saxons en fait, surtout. Aux yeux bleus, oui voilà. Peter O'Toole, Laurence Darby, quoi, tu vois. Carrément. Mais là, effectivement, on pense tout de suite à des gueules, à des corps. La nouvelle vague, c'était ça. C'était pourquoi la nouvelle vague s'est démarquée, c'est parce que Godard a eu une manière de filmer Jean-Paul Belmondo, qui était boxeur. Et d'origine aussi italienne. Voilà. Cette manière de Godard de regarder ces acteurs-là, c'est ce qui a fait la force de la nouvelle vague. 10 ans après, et effectivement, on est dans ce contexte-là de l'italo-américain, qui en a sous le coude en matière de référentiel de la communauté italo-américaine. Et c'est intéressant de parler du Parrain parce que Francis Ford Coppola a aussi ouvert cette voie-là. Tu vois, actuellement, c'est intéressant d'en parler parce qu'il y a une série qui parle de la jeunesse du Parrain et qui fait référence à la mafia, mais également à la guilde des Italo-Américains qui voyaient en ce film une manière pas de diaboliser les Italiens d'Amérique, mais de vulgariser leur participation dans la société. Donc, c'est très important pour Stallone de mettre le doigt sur ses origines. Et ça se ressent vachement. Et je pense que c'est ce qui est un peu plus chez Kartoff, ce duo de producteurs. Et donc, pour continuer, vu que Stallone ne cède pas, il lui propose de racheter le script, donc le scénario. Au départ, il est question de $25,000. En termes d'inflation, ça doit faire combien aujourd'hui? Peut-être 50 000 euros. Bon, ça doit être une somme colossale, sachant encore une fois qu'il a $100, moins de $100 dans son compte. Ça passe à 100 000. Lui, il lâche toujours pas l'affaire. Les studios lui proposent $330 000. Même aujourd'hui, c'est une somme qui pique les yeux en 2022. C'est incroyable. À savoir que sa femme est enceinte, Sacha, sa première femme, qu'il avait rencontrée quand ils étaient ouvreurs tous les deux dans un cinéma. Comme tu l'as dit, il a dû vendre carrément son chien Butkus. Il l'a vendu pour une somme dérisoire, $25, qu'il rachètera par la suite 15 000 une fois qu'il aura vendu le script, parce que finalement, il va leur vendre les droits du scénario seulement $20 000. Ce qui veut dire que quand tu soustrais avec le rachat de son chien, en fait, il a gagné 5 000 balles, $5 000. Mais au moins,
Il y a gagné autre chose. Il a gagné beaucoup plus et surtout, il a quand même accès, ce qui sera de toute façon le rôle de sa vie. Mais voilà, les producteurs cèdent, ils disent OK, ce sera toi le rôle, un cachet par semaine qui va s'élever à $360. Ah, c'est le compromis de sa vie, hein, parce que là, on parle d'un tournage à $1 million, où c'est la débrouille sur le tournage. On va en parler, hein. Et de toute façon, il a dit que s'il avait cédé, il n'aurait jamais pu se revoir dans un miroir. Ça aurait été l'erreur fatale de sa vie. En fait, il était très avant-gardiste et il avait un plan, il avait un projet, il avait une vision. Et c'est pour ça, vision visionnaire. Et c'était ça, sa force. Et c'est vrai que donc, quand on se replonge un petit peu dans ce contexte-là, voilà, on est vraiment fin des années 70 et voir une telle pugnacité, une telle détermination, on peut être admiratif. Parce qu'encore une fois, les conditions qu'il avait, il aurait fallu qu'il ait 2-3 personnes malveillantes autour de lui qui essaient de lui faire en disant mais t'es un fou, tu veux 330 000 balles et tout, tu vas faire des choses avec, tu vas ceci. Sauf qu'après, il serait resté en fait dans l'anonymat le plus complet. Il a donc accès à ce film, donc Rocky 1. Rocky 1 qui est un film d'auteur, qui est un film d'amour, qui est la découverte de l'amour. Il va incarner donc ce héros de action muscle des années 80. Malheureusement, par la suite, on y va rester quand on est dans cette imagerie. Mais l'histoire de Rocky, c'est avant tout le départ d'un loser. Un loser qui vient des quartiers défavorisés, d'où le fait que forcément ce soit une histoire très populaire et qui a fonctionné dans le monde entier parce qu'il y a une véritable empathie, il y a une véritable identification de la part du public. Et c'est quelqu'un qui va se relever et à force de détermination, de courage et de résilience, qui va devenir champion. Et ça a une résonance, donc, comme je dis, pour tous les jeunes des quartiers, comme d'ailleurs pour les provinciaux. C'est l'histoire d'une ascension. L'ascension de Rocky, d'un loser, d'un perdant magnifique. On a spoilé, hein, désolé, mais bon, vous aviez le temps de voir le film. Cette opportunité, c'est aussi lui qui la provoque. Et quand on sait les conditions de tournage et comment a été au final fabriqué le film, on se dit que c'est une addition en fait d'apogée. Je pense par exemple au plan de Steadicam, c'est une espèce d'addition comme ça, un alignement incroyable. Et c'est ce qui va faire en sorte que le film va rester aussi dans la légende. Rocky 1, ce qu'en dit Stallone, c'est rester debout. C'est surtout ça parce que il gagne pas, mais voilà, c'est ne pas flancher, garder sa dignité, quoi. Il a pris l'essence de ce combat de Ali contre Wepner, et lui, il a juste vu un battant qui a tenu tête au champion en titre. Incontesté, incontestable de l'époque. Incontestable encore. Ouais. Tu vois. Donc, face à une légende, il a vu la détermination de cet homme, peut-être même une projection de lui-même. Mm-hmm. Wepner, il n'était pas connu dans le circuit de la boxe professionnelle. Semi-professionnelle, c'est quelqu'un qui avait fait un petit peu parler de lui, mais il était personne. Illustre inconnu. Et c'est là qu'il fait la différence. C'est là que Stallone fait la différence. Et comme tu le dis, c'est aussi une question de moment, de ne pas avoir cédé avec cet argent alors que lui-même était dans la haisse la plus totale, maximum. Sa femme enceinte sur le plateau jusqu'aux os, il lui met un appareil photo entre les mains et ça sera la photographe du plateau. Tu vois, bon, vendre son chien, quoi, tu vois, ce qui était peut-être le deuxième être sur la terre à qui il tenait le plus. Qu'on retrouve dans le film, hein. Il lui a donné un rôle quand même. C'est incroyable. Podcast était au générique. Ouais. Donc non, c'est cette force que Stallone a su transformer. Il a compris son époque. Et comme tu dis, l'avance qu'il avait, c'est d'avoir été ce self-made avant l'ère des années 80. Parce que là, on est au milieu des années 70. Je parlais en très beaux termes de ce premier Rocky comme un film d'auteur. Film d'auteur, je reviens à la nouvelle vague. Ce terme provient de cette époque-là, de la politique des auteurs, tu vois. Et donc, effectivement, ce côté touchant, attachant qu'il apporte, qui met beaucoup de lui-même, comme je te dis, fier de ses origines, donc il y apporte beaucoup de ça. Il reprend même le terme des talons italiens, tu vois, quand on connaît d'où vient ce patronyme. C'est pas des erreurs qu'il a faites dans sa vie, mais pour manger, il a dû passer par des étapes, faire des films un petit peu, voilà, des dérivés de films érotiques, où il a pu recevoir ce patronyme. C'est pas ce qu'il voulait faire, il se voyait pas faire ça, mais c'était alimentaire. Et même cette époque-là où lui se retrouve à faire ce tournage et il en a pas envie, mais il en a besoin. Ou figurant, apprenti voyou, voilà, dans un film de Woody Allen notamment. Exactement, dans le métro, enfin tu vois, un truc un peu comme beaucoup feront plus tard, tu vois, je pense à Jean-Claude Van Damme. Mais si tu veux, les étapes de déception de sa vie, il les transforme en force et il nous les présente à l'écran.
Et ça, tu vois, c'est incroyable. Avec ses tripes, et c'est ce qui deviendra une figure populaire et légendaire, quoi. Et pas qu'à une seule reprise. Voilà, pas mal la reprise dans la boxe. Le jargon à Redouane. Calembour, Sans même le faire exprès, il a des jeux de mots incroyables. On continue, donc la dignité, cette envie de rester toujours debout. Stallone vraiment insiste sur cet aspect-là. Il dit que voilà, si tu restes pas debout, si tu n'as pas ta dignité, si un homme n'a pas sa dignité ou une femme, autant casser tous les miroirs de la maison. C'est une figure forte, c'est une métaphore assez impactante et assez concrète de sa manière de penser, de son mindset, comme on dit aujourd'hui. Il y a un élément qui m'a personnellement assez touché, c'est le premier jour de tournage, donc le 9 janvier 1976, première prise. Il y a un des techniciens qui dit à Stallone, est-ce que tu es prêt? Tu sais ce qu'il répond? Ouais, vas-y, dis-nous. Alors il a cette réplique fabuleuse, il dit non, mais Rocky, oui. C'est incroyable. Donc déjà, première phrase, avant même la première prise, déjà la première punchline. C'est un philosophe. C'est ça. C'est un philosophe parce que aujourd'hui, on a Internet, on peut revoir des interviews, on consulter des archives. Et il y en a un qui est très populaire sur ça, c'est Jean-Claude Van Damme, sur les phrases, c'est des grandes phrases, comme ça, un peu philosophe. Mais même Stallone, depuis le début, quand tu regardes ses interviews, il a toujours eu ce côté-là. Il a toujours cité des écrivains, alors qu'on le prenait pour le gros bourrin, pour la grosse brute. C'est ça. Verlaine, Rimbaud, lui qui deviendra Rambo, ça a toujours été dans sa tête, ça a toujours trotté, ça, tu vois. Et 40 ans plus tard, encore, quand il fera Expendables, ça restera, ça. C'est vraiment la genèse de ce gars qui, dans son coin, gratte son truc, tire expérience, s'abreuve, comme je te l'ai dit, de ses déceptions, mais qui arrive à les transformer en force. La résilience. Il n'a jamais cédé. Ne serait-ce que ça. Force de caractère incroyable. C'est l'esprit de la boxe. Parce que même si Rocky n'est pas un film de boxe à proprement parler au niveau technique. Quand on l'a vu après, on s'en est bien rendu compte. Oh, et puis il l'a même avoué lui-même. Donc au moins il est honnête sur ça. D'ailleurs, c'est lui qui a fait les chorégraphies. Pourquoi? Parce qu'il avait apporté tellement d'idées aux chorégraphes engagés que le mec s'est barré. Il a dit non, ça passera jamais dans un film de boxe. Le noblard a une réputation. Oui, mais tu sais, c'est du cinéma. La porte a claqué, le réalisateur était en panique, mais il lui a dit c'est pas grave, on se débrouillera. Je suis sûr qu'on peut le faire. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est la force de ce film, c'est de ne pas nous montrer un documentaire sur la boxe, mais de nous montrer un boxeur et la psyché d'un boxeur. Une mentale. On va parler maintenant des personnages, justement, qui ont fait, bien sûr, aussi le succès du film. Alors, bien sûr, Rocky, loser au grand cœur, simple, hein, pas simplet, sympathique, prolétaire, encore une fois, figure populaire. Le look, pas l'oublier, le chapeau, la balle. Le 3 quarts en cuir. La démarche. Les docs. L'échauffement des épaules. Donc, grosse référence à Rocky Marciano, autre boxeur, Rocky Graziano aussi, entre autres. Toutes ces figures italiennes. D'origine italienne, exactement. Son objectif à lui dans le film, le Rocky 1, c'est pas d'être champion, c'est pas de se battre contre Apollo. Lui, il a un seul objectif, c'est de conquérir le cœur d'Adrian. C'est son plus grand combat. C'est son combat. Voilà, il fait de la boxe, il s'entretient, mais voilà, le Rocky 1, c'est pour ça que je dis, c'est vraiment, j'insiste, c'est une histoire d'amour sous un film autorisant. C'est un loser au grand cœur, sensibilité à fleur de peau. C'est quelqu'un aussi qui n'a pas de compromis, qui est vrai, qui est entier. S'il est bien mentalement, il peut tout arracher. Par contre, si mentalement ça va pas, physiquement, c'est un peu comme avec Superman là. Quand il a pas la kryptonite, s'il se sent mal, le corps ne suivra pas. Le corps ne suivra pas, voilà, exactement. C'est même ça pour l'être humain en général. Il l'a compris et il l'a mis en scène. Mais je pense que ça, c'est vraiment propre aussi à lui. C'est quelque chose de lui qu'il a fait ressortir aussi dans son personnage. C'est dingue de penser comme ça, mais on peut aujourd'hui comprendre que Rocky, c'est à la fois le premier personnage de Stallone au cinéma, en tant que protagoniste principal, c'est son premier rôle. Il l'a écrit. Mais c'est à la fois une espèce de biopic en avance. C'est un miroir. Parce que c'est lui, c'est un miroir. Et qu'est-ce qu'un miroir si ce n'est que le reflet d'un autre nous? On est aujourd'hui dans une société de cinéma où on parle et là je vais parler du cinéma mainstream, où on parle de multiverse, de voyage temporel, de dimensions parallèles. Lui, il avait déjà créé sa partie de sa vie parallèle à l'écran. Il nous a montré une projection de lui-même, ou du moins de ce qu'il aurait voulu être, ou ce qu'il aurait pu être. Parce que effectivement, c'est bien de dire un gars simple et non simplet, parce qu'il a du cœur. Et c'est ça toute la force. Comme le dit Adrian, il n'a pas ton cœur dans Rocky 5. Il le dira même lors d'une conversation avec
le personnage, je pense, que tu vas introduire après, qui est Mickey. Tout à fait, ouais. Donc ça revient souvent, cette notion de cœur. C'est vraiment une notion importante. Et c'est aussi quelqu'un qui a une capacité aussi de résistance. Encore une fois, quand dans son mental tout va bien, il encaisse mental d'acier et menton d'acier aussi, on peut dire. Mâchoire d'acier. Ouais. Mâchoire d'acier, donc déterminé. C'est ce que dit justement Adrian. Donc tu bats pas tes adversaires avec tes muscles, tu les bats avec ton cœur. On en revient encore une fois. Et il y a un terme aussi qui revient souvent. Bon, nous, on a grandi avec la VF, mais en VO, il y a un terme générique qui revient pour parler justement de ces losers. C'est boom. B-U-M. B-U-M. C'est-à-dire, I'm not a boom. Revoyez le film, par exemple, en VO, vous allez voir vraiment ça saute aux yeux. C'est vraiment un mot qui revient, comme on peut dire ça, comme un bouffon, un loser, un perdant, un moins que rien. C'est ça, en fait. Et lui, il veut surtout démontrer à Adrian que ce n'est pas un boom, justement. Ce besoin de reconnaissance. D'ailleurs, il y a la séquence dans le lit où il exprime, il dit « Je veux rester debout jusqu'à la fin pour la première fois de ma vie ». C'est assez intense. Et comme ça, je serai plus vu comme ce boom, donc on peut dire comme ce midable du quartier. Ouais. C'est bizarre de parler de la VO parce que Rocky, on sait. C'est une VF. Et c'est une voix. Intouchable, c'est une voix. Que même en VF, il y a des apports. Tu vois, cette manière de parler, de renifler. Tu vois, il renifle beaucoup Stallone. Il y a toujours un « What I mean ». Et en français, il a su le traduire en... Vous voyez ce que je veux dire? Il vous voit, Adrian, dans la VF. C'est ça, c'est fou. Il vous voit, Adrian, parce que, vous voyez ce que je veux dire? Il a un respect, c'est un respect naturel qu'il a. Le rôle d'Adrian est central dans toute la saga. On va en parler juste après. Pas que dans ce premier, mais ce premier, c'est la révélation d'Adrian. Et le langage, il est hyper important, parce que la manière dont il regarde Adrian. Body language. Le body language, la manière dont il lui parle et comment il la regarde, tu sais qu'il peut aller conquérir le monde pour elle. Tu vois, et c'est surtout qu'en parallèle avec ça, je sais pas si t'allais l'introduire ou pas, parce que c'est pas un personnage principal, mais Tony Gazzo, qui est son employeur, Rocky est un récupérateur, un pourvoyeur. C'est lui qu'on envoie, c'est les muscles qu'on envoie pour aller récupérer l'argent. Pour récupérer les thunes, ouais. Voilà, à des mauvais payeurs, principalement sur les docks, qui est son lieu de prédilection, tu vois. Et c'est pour ça que même eux, dans son entourage, ils appellent Adrian, ils la nomment la petite autiste, quoi, tu vois. C'est la gamine renfermée. Lui, il le voit pas comme ça. Et au contraire, plus on le titille sur ça, et plus ça l'énerve, Rocky, tu vois. Il a un cœur, et il le transmet avec ses yeux. Mais lui, il la voit comme un diamant qui est dans un écrin. Même pas poli, tu vois. Même pas poli, j'allais le dire. Même pas, voilà, exactement. C'est aussi un grand sens de l'observation et une marque de sensibilité. Encore une fois, on retrouve ce parallèle avec Sylvester Stallone. On le voit comme ça, tu te dis, ouais, voilà, il va récupérer de la thune, le mec aux grands bras, menaçant, qui a rien dans la tête. Et en fait, non. La brute empathique. Et d'ailleurs, il fait aussi la morale à la petite jeune... Ouais, comment elle s'appelle déjà? Je me souviens plus de son prénom. J'ai plus son prénom, mais il la retrouvera dans un film. Dans Rocky Balboa, ouais. Balboa. La petite Marie, je crois. La petite Marie, c'est ça. Bien joué. Petite Marie, tu pourrais dire avec l'accent. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, donc et elle d'ailleurs qui l'insultera à la fin. Et encore une fois, l'altruisme, la générosité. Je passe du temps pour te dire, je t'accompagne jusqu'à chez toi, je te fais un petit peu la morale, mais voilà, pour te servir. Et au final, il est récompensé par des insultes. Et elle le traite de quoi en plus? Elle le traite d'abruti. Ouais, voilà, peut-être de boom, peut-être même en VO. En VO, peut-être. Bon, je vais te dire, moi, je suis un aficionado de la VF. Je crois que j'ai dû le voir moi aussi. une fois en VO. Pourquoi je l'ai vu en VO? Je vais vous expliquer parce que j'ai revu là récemment une rétrospective. Enfin, j'ai revu une projection de Rocky 1 récemment sur Paris. Et donc, du coup, il était en 4K. Et voilà, un film comme ça, je l'avais jamais vu forcément sur grand écran. Et donc, je l'ai vu en VO. On découvre ne serait-ce que même des intonations de Sylvester Stallone quand il dit « Hey yo !» des trucs. Et tu dis, mais c'est incroyable. Les mecs, ils disaient yo déjà pour s'appeler entre eux, tu vois. Et il y a aussi ce truc où quelquefois, ils l'appellent pas Rocky, ils l'appellent Rocco. C'est vrai. C'est vrai qu'en VF, ça n'existe pas. La VF, c'est clair que pour nous, elle est légendaire parce que, et vraiment, objectivement, c'est pas avant c'était mieux ou je sais pas quoi. Non. La VF, pour moi, elle est intouchable. Maintenant, la VO, tu retrouves quand même certaines choses où tu redécouvres le film. Donc, franchement, j'ai kiffé aussi de le revoir comme ça. Mais tu sais, Alain Dorval, c'est son premier doublage aussi. Ouais. Stallone, c'est son premier doublage. Donc, c'est un alignement des planètes incroyable parce que en plus d'être au diapason, je te dis, c'est l'ajout des apogées. C'est incroyable. C'est une addition d'apogées. C'est vrai. Non, mais Dorval, il a fait un travail incroyable parce que je te le dis, hein, même dans les apports qu'il a pu y mettre, il a compris Rocky. Il a compris qui il était. Tout ce qu'on est en train de décrire, comment le public a pu le voir, comment le personnage est écrit et comment il est en vrai à l'intérieur quand tu grattes la couche. Bon, ils ont vu le film avant quand ils le doublent. Mais comprendre l'essence du personnage,
c'était pas donné à tout le monde, tu vois. C'est pour ça que Dorval s'est resté pendant, et ça l'est encore, tant qu'il sera sur cette terre, ça sera encore la voix de Stallone, je pense, tu vois. Ils ont pu se la partager avec d'autres, tu vois, je pense. La voix d'Harrison Ford, il me semble, non? Oui, la voix carrément, la voix d'Harrison Ford, ouais, c'est Gérard Darbois. Un Ouais, grand Gérard Darbois. qui fait partie des derniers monstres sacrés, là, on en a perdu pas mal ces dernières années, hein. Je pense à Jacques Frantz, qui était la voix et de De Niro et de Mel Gibson, mais Alain Dorval, en français, il fait une adaptation, c'est pas qu'un doublage, le travail d'adaptation, comme tu dis, les expressions, l'argot de Philadelphie. Là, tu dis Rocco, mais en fait, c'est vrai que même Paulie l'appelle Rocco, tu vois. Et effectivement, en anglais, il y a ce côté authentique, mais on a grandi avec la voix d'Arval. C'est indéniable. Il y a encore une autre voix, hein, celle de Carl Weathers, vraiment incroyable. C'est pour ça que je dis l'addition des apogées, je lâche pas ce terme. Le regretté Medondo. Ah, Medondo, quelle puissance. On va y venir. On reparle d'Adrian, comme tu disais. Donc, Adrian, qui est interprété par Talia Shire. Coppola. La sœur de Francis Ford Coppola. Ouais. La tante de notre ami Nicolas Cage. Arrivé en dernière minute sur le tournage. Coup de cœur immédiat de Stallone. Donc, il dit que c'est une créature fragile et timide, pleine de vitalité. Je reprends ces termes. Il dit son regard, personnage un peu complexé, sous l'emprise d'un frère tyran qui ne cesse de la rabaisser. Et Rocky voit en elle une beauté que personne d'autre ne voit. Il a su déceler la beauté derrière ses grandes lunettes et son grand chapeau. Mais c'est intéressant parce que Talia Shire, elle fait partie quand même à l'époque de ces actrices qui sont apparues dans un chef-d'œuvre du cinéma, on l'a dit, c'est Le Parrain. Ouais. Aux côtés de Joe Spinell, qui joue aussi Tony Gazzo. Donc même s'il n'y a pas de star dans ce film, il y a des gueules. Tu vois, Tony Gazzo, c'était Chichi dans Le Parrain premier, et dans la suite, qui est considérée comme une des meilleures suites de tous les temps. Ces acteurs montants, bruns, avec ses origines italiennes. Donc, si tu veux, le casting, il est pas gorgé de stars, et ça, on s'en fiche, mais il est gorgé d'une génération qui comprend ces personnages, baignés dans la culture italienne, qui viennent tous de ce milieu-là. Parce que je te le dis, j'ai beaucoup parlé du Parrain, je l'ai beaucoup cité aujourd'hui, mais tout ce qui touche autour de ces productions-là, c'était authentique, et c'est pour ça que ça en fait des films qui restent dans la légende, parce que l'authenticité de la recherche de ces réalisateurs, de ces producteurs qui ont imposé ces gens, tu vois. T'as pas forcément besoin de stars quand t'as des gens authentiques qui ressemblent aux personnages écrits. Et qui comprennent bien les tenants, les aboutissants et les enjeux du personnage, les intentions. Là, tu vas parler, je suis sûr, bientôt de Paulie. Oui. Ouais, c'est un truc de fou, mais on dirait que t'as mon programme. C'est Paulie après, ouais. J'ai pas ton programme. La transparence doit être totale, je n'ai pas ton programme. Incroyable. Il a été boxeur, Paulie. Ouais. On termine juste sur Talia Adrian. Ce que je disais, c'est que Rocky voit la beauté en elle parce que Rocky voit avec ses émotions. C'est ça, là, sa puissance aussi. Il boxe avec ses émotions, il voit avec ses émotions. Aujourd'hui, on vit dans le superficiel, dans le Snapchat, dans le m'as-tu vu, dans l'iconisation de l'image de soi à son paroxysme. Donc, effectivement, cette scène-là, elle pourrait jamais exister. Aujourd'hui, Adrian, tu la mets dans un centre commercial, à La Défense, dans un petit magasin de fleurs, jamais personne va la calculer. C'est vrai. Et c'est ça qui est dommage. C'est que aujourd'hui, si tu te mets pas en scène, si tu fais pas des mouvements de tête, là, tous les 2 secondes, une fois, je vois des trucs comme ça sur Insta, je pète un câble. Ça fait un aller-retour. Ah, le boomerang. Ouais. Tout simplement, c'est un boomerang, tu jettes l'image à je vois des visages comme ça, des gauches-droites. C'est compliqué à suivre. C'est la quintessence de l'inverse. Voilà, exact. De ce que tu es en train de décrire. Découvrir les gens à travers leurs yeux, à travers leur être, pas à travers un mur Facebook, quoi, tu vois. Exactement, ouais. Comme je te le disais, c'est l'hyper empathique. Et c'est grâce à cette empathie qu'ils voient en Adrian qu'ils arrivent à se projeter alors qu'elle-même est intimidée par ce grand gaillard qui vient lui acheter la bouffe pour ses tortues. C'est ça le lien, en fait. Et il contribue à la sortir de sa carapace. C'est ça. Ah, un jeu de mots qui on est bon. Ah, tu me tends une perche, donc forcément, si tu me tends un jab, je suis obligé de répliquer. C'est pas faux. Je ne suis pas un sac de frappe. Mais elle reste dans le shadow, dans l'ombre. Le shadow dans la boxe. Attention, faut pas me chauffer. Je vais pas suivre. Là, je suis tombé sur un 5e dan. mais tu vois, il y a aussi une anecdote qui est incroyable. C'est moi aussi qui m'a marqué. C'est quand il l'invite chez Stallone. Tu vois. On va dire maintenant on va dire Rocky Stallone. C'est pareil. On sait qu'on a compris. Donc quand Rocky en fait l'invite chez lui, la fameuse scène du baiser. Et en fait, elle hésite. Mais en fait, elle hésite parce qu'elle est timide. Mais aussi pourquoi?
parce qu'elle était enrhumée sur le plateau. Et elle voulait pas contaminer, elle avait peur de contaminer Sylvester Stallone. Du coup, c'est pour ça qu'elle est autant hésitante. C'est une improvisation saine. C'est une improvisation saine. Et au final, quand tu regardes la scène, tu te dis, mais en fait, c'est parce qu'elle est timide. Eh ben non, elle avait peur de le contaminer. Ça marche tellement. Mais incroyable, tu vois, que des choses comme ça, que des additions comme ça d'événements incroyables. Et là, je peux même inventer, tu sais, je peux même rajouter, elle serait peut-être même tombée malade lors de la scène de la patinoire. Ah oui, bah oui. Possible, là, j'invente. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que c'est la scène qui précède le moment du baiser en bas de chez lui. Il l'emmène d'abord à la patinoire, il lui fait... oui, elle aurait attrapé froid ou un truc. Bah, c'est une scène d'exposition incroyable parce que lui, il patine même pas, il marche. Hein. Bah là aussi, il y a une histoire de dingue. Tu peux la dire sur la scène de la patinoire pour les auditeurs et les auditrices qui ignorent cette histoire. C'est pas sur ça, moi, que j'allais lancer, mais tu peux enchaîner. Mais je veux dire, c'est une scène d'exposition incroyable, où Rocky lui dévoile sa vie en faisant des tours sur une patinoire alors qu'il a même pas de patin au pied. C'est pour te montrer déjà d'une. Un vrai clandé, un blédard en fait. Mais franchement, on va arrêter de se mentir. C'est un blédard. C'est un mec de Tess, Rocky. C'est un mec de Tess. Un mec de Tess en Hesse. C'est un charron en Hesse. Voilà, c'est ça. Un ancien du quartier qui a su transformer cette loose. Rachid Balboa, quand il invite la petite Sarah à la patinoire, lui, tout ce qu'il veut, c'est passer un moment avec elle. Exactement. Ouais. Et lui, il trouve le moyen de la détendre et de la faire sortir de sa carapace, comme tu l'as dit. Et quoi de mieux que de la mettre dans un environnement limite enfantin, tu vois, parce que les deux ont ce côté enfantin. Elle se fait pas martyriser, mais dirigée par sa patronne. Et son frère aussi. Bon, je voulais pas trop l'aborder, mais Paulie, pour moi, c'est quelque chose de tellement central, la relation Paulie-Adrian, qu'il faut, je pense, prendre un peu plus de temps. Mais effectivement, à la maison, elle est sous le joug de son frère, qui, par ses mots, lui aura sacrifié sa vie. Exactement. Mais aussi au boulot, c'est pas qu'elle est tyrannique, sa patronne, mais quand t'es en présence de quelqu'un qui a beaucoup plus de charisme et d'assurance, quand tu as le caractère d'Adrian, forcément, tu te sens effacé, tu vois. Tout à fait. Et Rocky trouve le moyen de la mettre à l'aise, et ça, je trouve que c'est du génie, parce que lui-même, de manière enfantine, fait sortir la femme qui est en elle. Et pour en revenir rapidement à cette anecdote sur la patinoire, c'était qu'à la base, la patinoire devait être blindée de figurants, sauf que pour des raisons de budget, c'était pas possible, des temps aussi de contraintes horaires. Et donc, ils ont décidé de la tourner comme ça. Donc, au départ, ils se sont dit, mais attends, ça n'a aucun sens. Et au final, ils ont cette idée magistrale de dire, bah voilà, je vais en gros donner un billet au gardien, je vais privatiser la patinoire et je vais en faire en sorte d'un petit cocon où on va pouvoir tous les deux s'apprivoiser en fait. Il a privatisé un moment. Il a ubérifié le queutru. Et en fait, ça marche, mais encore 1000 fois mieux que s'il y avait eu un tas de figurants avec du bruit, avec des trucs. Encore une fois, une puissance d'improvisation. L'alignement encore incroyable. Ah, c'est fou. Et moi, il y a une scène qui m'a, encore une fois, je le dis tout le temps, mais il y en a plein des scènes qui sont légendaires. T'as Rocky qui parle derrière la porte et qui essaye de lui intimer, de la convaincre de sortir. Et elle ouvre la porte et elle est déjà prête pour partir. Mais incroyable. En termes de mise en scène, c'est super simple. Ça marche tellement. C'est millimétré. Et c'est là aussi où, tu vois, derrière, effectivement, ce côté introverti, elle a une vraie force de caractère. Parce que personne s'attend, parce que voilà, quand on regarde le film, tu te dis, bah, elle doit être en train de pleurer, elle est dans son lit, c'est mort, elle sortira jamais. Et non, là, elle sort, et en plus, elle est prête. Et ça veut dire, elle est prête à s'émanciper du joug de son frère, en fait. Et je trouvais cette scène particulièrement impactante, émotionnellement parlant, mais surtout aussi tout ce qu'elle dit de l'évolution du personnage. À ce moment-là du métrage, puisqu'on est à peine à la moitié, il me semble. Aux 3/4, mais voilà. Je suis tellement d'accord pour dire que c'est un moment charnière. Parce que là, on parle de Rocky, premier du nom, mais ça va se transformer en saga. Et quand on sait le rôle que jouera Adrian, le déclic qui se passe à ce moment-là. Aujourd'hui, on est, comme tu le dis, on est beaucoup dans l'émancipation de la femme, alors que ça fait 50 ans que c'est déjà le cas, beaucoup plus même. Mais tu sais, on met ça en avant comme un argument de vente, l'ultra-féminisme, etc. Chacun a ses opinions. Mais c'est un acte tellement révolutionnaire de féminisme, de femmes fortes. James Cameron, il n'a pas inventé le féminisme de femmes fortes avec Sarah Connor, hein. Tu vois, des personnages comme ça, il en existe, et Adrienne en fait tellement partie. Elle fait partie d'un monde d'hommes, d'animaux, dans une banlieue de Philadelphie. Bon, c'est le ghetto, quoi, tu vois. Ça on va pas, bon, aujourd'hui encore un peu, mais quand même, quoi, tu vois. Elle arrive à s'émanciper d'une manière tellement noble
que c'est là que tu comprends que chacun, à leur manière, vont se motiver et vont se partager une force. Qui avait une image et des a priori des autres, tu vois, chacun a été pris pour soit un idiot, une autiste, des clients de renfermés, et ben en fait, les deux vont puiser leur force. Je pense qu'il a dû mettre de Sacha Stallone dans son personnage d'Adrien. Parce que Sacha Oui. Stallone a été énormément présente pour ça. On n'en parle pas assez d'elle, hein. Et ouais. C'est dommage. Parce que lui-même le dira, que le succès a été en anglais, comme un fixe, comme une drogue. Ouais. Et malheureusement, Sacha Stallone a fait partie des dommages collatéraux. Comme tu dis, c'est intéressant de faire ce parallèle parce qu'elle résulte aussi de cette relation sincère et désintéressée avec Stallone quand il n'avait rien. Et c'est exactement la même chose avec Adrian. Elle est sincère et elle est désintéressée. Il l'invite dans un appartement miteux, dégueulasse, ça pue. Elle veut pas y aller au début. Au début, elle veut pas y aller parce qu'en plus, elle a peur. Elle se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, elle a vu des mecs du checker qui voilà. l'ont vu avec lui. Exactement. Donc là, c'est tout de suite, forcément, déjà, comme tu dis, elle est introvertie, elle est distante. Et ça me rappelle un petit peu, pour faire un parallèle avec la vraie vie, peut-être d'un autre sportif de haut niveau, qui est Franck Ribéry. Ouais, avec sa femme. C'est vrai. Puisqu'ils se sont rencontrés en championnat amateur, il me semble, en CFA. Quand il était personne. Il suffisait juste qu'il se blesse. Alors, j'ai jamais pu imaginer la carrière incroyable que Franck Ribéry allait avoir par la suite. Et pourtant, c'était sa femme, elle était avec lui. Donc, pour moi, il y a ce parallèle-là. Lui, en plus, il travaillait, il me semble, avec son père dans des chantiers. C'est ça. Donc, on est vraiment lui, dans la vie de prolo. Hein. Snoop Dogg, il est avec sa femme depuis l'âge de 17 ans. Peu le savent parce que c'est des réputations de sulfureux, tu vois, des choses comme ça. Pourquoi c'est important de le dire parce Après, aujourd'hui, ça n'existe plus, Redouane. Ah non, c'est très très rare. On va se dire, c'est un conte de fées, là. Tout à fait, ouais. J'ai un ami qui a fait du football américain. Je le salue, c'est Geekology, c'est Captain Morpheus, qui lui... Que des poids lourds dans ton gang. Ouais. Ah bah lui, il m'a carrément dit... c'est intéressant parce qu'on a couvert le Super Bowl de cette année, tu vois, où il y avait du coup Snoop Dogg et tout, et il me disait qu'aux États-Unis, la ligue universitaire est beaucoup plus suivie que la ligue NFL professionnelle. Malgré que le Super Bowl, c'est la réunion des Américains, mais en vrai, pour la passion du sport, c'est la ligue universitaire. Et qu'est-ce qui se passe en général à l'université? C'est là que la moitié rencontre leur premiers amours, leur première femme, et c'est là que ça devient charnière. Si certaines... Et charnel aussi. Et charnel. Je te le dis, je suis pas au niveau aujourd'hui. Mais effectivement, c'est là qu'on voit si la relation va durer toute la carrière du gars, ou si c'est juste de l'opportunisme. Et pour revenir au parallèle avec Stallone, Rocky, Adrian, Sacha, je pense que si Adrian est resté fidèle aux côtés de Rocky pendant toute la saga, jusqu'à que la mort les sépare, c'est peut-être quelque part qu'il a exorcisé l'erreur qu'il a dû faire avec Sacha. Ouais. Tu vois, Sacha Stallone, comme tu l'as dit, elle apportait des pizzas, elle faisait les photos sur le tournage, elle était enceinte jusqu'aux os. Elle l'a soutenu dans sa décision de pas lâcher. C'est incroyable. C'est une pièce maîtresse aussi. Hein. Elle lui a donné son premier fils que malheureusement il a perdu, ils ont perdu aujourd'hui. Mais elle a été une pièce maîtresse, bien évidemment, comme tu le fais rappeler. C'est une personne tellement importante. Donc, garder Adrian sur le papier et dans le scénario de cette manière-là, je pense que c'est son hommage à lui, à Sacha. J'avais jamais réfléchi à cet angle-là, mais je trouve que c'est hyper cohérent et ça a beaucoup de sens. On passe à Paulie. Donc, Burt Young. Donc là, carrément le personnage détestable. C'est mon préféré. Mal-être, alcoolique, odieux. C'est ce qui va créer aussi une empathie avec Adrian. Moi, c'est un de mes persos préférés. Pas sur Rocky 1 forcément, mais par la suite. Surtout dans Rocky 3, je le surkiffe. Mais bon. Ah, mais le 3 et le 4, il est là. Ouais, dans le Rocky 4 aussi, c'est vrai. Mais Paulie, c'est un personnage, vraiment, quand tu revois le 1, tu vois qu'il est vraiment très, très méchant. Il a un comportement plus que outrancier. Il dégage la dinde par la fenêtre. Il va quand même changer progressivement au fur et à mesure et devenir un allié parce qu'au départ, c'est vraiment un boulet, mais un surboulet. Après, faut pas oublier que, encore une fois, par la suite, c'est lui qui va permettre à Rocky de trouver du taf. En tout cas, c'est lui qui l'aide à taper dans la bidoche. Dans la bidoche. Tu sais, c'est intéressant que tu parles de travail parce que pourquoi Rocky est un succès et je pense pourquoi on a autant aimé tous ces personnages. Paulie, dans ce film que tu as dit d'auteur, qui est très quand même malgré tout intimiste, avec un budget qui n'est pas exorbitant. $1 million. Hein. $1 million, il n'y a pas de star, donc on est vraiment dans un carcan et une démarche, comme tu l'as dit, d'auteur. C'est vraiment un film qui est fait avec le cœur, avec l'envie, avec la hargne, etc. Avec les tripes. Avec les tripes, tu vois. Et si ce film nous permet de tenir tous les rounds devant notre siège, c'est grâce à des moments de
De grâce. De grâce, Tout simplement. de grâce, de tension, tu sais, quand t'arrives le moment du match. Ouais. Mais c'est surtout de se reposer avec des personnages comme Paulie. Mm-hmm. Paulie, il y apporte, je vais être très clair, il y apporte de l'humour. Et c'est important. Du sarcasme. Hein, du sarcasme, mais pourquoi? Parce que Stallone, comme on n'arrête pas de le dire depuis le début, il ne dépeint pas que son histoire, mais il dépeint aussi une fresque des États-Unis. Et à ce moment-là, tu parles de travail, on parle de débrouille, on parle de gars qui sont dans la rue à chercher de l'argent pour essayer de bouffer. Mais Paulie, il représente le chômage. Parce que lui, son ambition, c'est quoi? C'est d'arrêter de travailler comme ça, d'avancer dans l'échelle sociétale, parce qu'il est l'image et la représentation d'une certaine Amérique. On le voit à travers son background chez Paulie, donc chez lui et chez Adrian sur les photos. Il a fait la guerre. Il a fait le Vietnam. Ouais. C'est un ancien combattant, qui est d'ailleurs une vraie photo de Burt Young. Ah ouais, d'accord. Il a été militaire de carrière et il a été boxeur, donc comme je le disais précédemment. Tu retrouves des photos de lui dans sa jeunesse en tant que boxeur. Tu te dis, c'est pas Paulie. Ah, mais il avait un gars trapu et tout, mais enfin, je crois qu'il était mi-lourd. Tu reconnais pas le gars, quoi, tu vois. Donc c'est pour ça que Paulie est important. Il représente aussi une autre partie de l'Amérique. C'est l'antithèse du rêve américain, Paulie. C'est l'antithèse du rêve américain. Parce que il est la conséquence du Vietnam. Il est la continuité de ce qu'est l'Amérique au milieu des années 70. Je te parlais de Francis Ford Coppola et décidément, on est obligé d'en revenir. Pourquoi? Parce que un autre Italo-américain comme Michael Cimino, tous ces gars-là ont fait un travail sur l'errance. Et c'est souvent des gars qui sont dans un coin des États-Unis, mais qui sont dans une errance. Tu l'as dit, avec son chapeau, sa balle et son 3/4 en cuir, il erre dans les rues de Philadelphie. Il va récupérer quelques dollars par-ci par-là pour son patron Tony Gazzo, qui sera charnière aussi, parce que Tony Gazzo croit beaucoup en Rocky Balboa. Ouais. Mais c'est une histoire d'errance. Ils errent dans ces villes, dans ces quartiers fantômes, délabrés, défavorisés. C'est la Hesse, tu vois. C'est le milieu des années 70. Le rêve américain, il est au point mort. L'Eldorado, après cette guerre, enfin, on est encore dans la guerre froide, mais si tu veux, après la crise des missiles dans les années 60, où c'était la panique, ce qu'on vit quasiment aujourd'hui. Il y a une résonance, hein. Il y a une résonance. Il y a quasiment plus de taf. Enfin, tu vois, on est dans une époque charnière. Et Paulie est la quintessence de ce truc-là. Et c'est pour ça que c'est important de parler de travail, de débrouille, et même toutes ces frustrations qu'il va balancer sur Adrian, quand il lui dit, j'ai sacrifié ma vie, je ne me suis jamais marié pour t'éduquer. Tout ce qui sort de ce dialogue. Encore une fois, Rocky, c'est pas pour rien, tu vois, encore une fois, Stallone, c'est pas pour rien qu'il écrit avec ses tripes, parce que c'est ce qu'il a vécu et il le dissimule dans tous ses personnages quasiment. Tu vois, la figure de Paulie, c'est l'aigreur en fait. C'est l'aigreur, c'est les regrets. Ouais. C'est pas la figure d'un père parce qu'ils ont pas énormément d'écart d'âge, tu vois. Mais c'est vraiment c'est ce qu'il a pas envie de devenir. Exactement. Et justement, c'est intéressant de voir que il est attiré par Adrian. Il va donner assez de force à Adrian pour aller faire son propre combat contre Paulie, qui est son tyran. Et moi, c'est une de mes scènes préférées, c'est celle que tu as décrite, c'est Adrian qui s'émancipe de Paulie. Paulie, c'est assez complexe comme personnage, parce qu'à la fois, il est du côté de Rocky, et une fois qu'il constate qu'ils sont dans le bonheur, il veut pas voir ça. Il veut pas voir ça sous son nez. Tu vois, il est un peu aigri d'avoir réussi pour quelqu'un d'autre ce que lui-même n'a pas réussi à avoir. Ouais, c'est vrai. C'est un personnage qui représente beaucoup l'aigreur et, comme tu dis, les regrets, et c'est synthétisé dans un personnage qui est drôle et qui est aussi touchant, hein. Paulie, tu sais, quand il est chez lui et qu'il lui dit tout ça, je me suis jamais marié, je me suis sacrifié pour toi, je t'ai élevé, et qui balance à Rocky d'un autre côté, je t'ai donné ma sœur. Bon, quand on a grandi dans des quartiers comme ça où la sœur est très importante, tu dis que Paulie, quand même, il a aussi quelque chose à sortir de ses tripes, quoi, tu vois. Il a plein de regrets, le gars. Et il a besoin de reconnaissance, hein. Et il le dit souvent, il dit, mais moi aussi je compte, mais moi aussi tu m'as oublié, mais pourquoi? Surtout dans Rocky 3. C'est l'introduction de Rocky 3. Hein. Rocky 3, l'intro. Les 10 premières minutes, elles sont incroyables. Rocky, pour moi, je le scinde en deux. Déjà, le premier Rocky et le deuxième Rocky, c'est un seul film. Tout à fait. Et à partir du 3, on arrive dans autre chose. Pourquoi ça reste quand même cohérent? Parce qu'à partir du 3, Stallone est quand même Rocky. Parce que, à travers le langage de Paulie, j'ai envie d'imiter Paulie, parce que Paulie, c'est pareil, le doubleur de Paulie, c'était la voix de Peter Falk. Les comédiens doubleurs, ils sont incroyables. Respect immense. En France, on a cette chance. Et tu vois, il lui dit... C'est l'âge d'or. Hein. Je te dis, le dernier en date, là, c'est qui nous reste en France, c'est le grand Gérard Darbois. Après, il y en aura plus.
Mais pour revenir sur Paulie, ce qu'il lui dit dans Rocky 3, dans cette intro, il lui dit « Oh, t'as beau eu te refaire la gueule, t'as du pognon, t'es toujours le même loser que j'ai connu, que j'ai sorti de la rue. » Tu vois, il lui répète « C'est grâce à moi que t'as eu, Adrian. » Il se foutait pas que de ma gueule. Il se foutait pas que de ma gueule à moi. T'étais là aussi. Tu comprends que c'est un pote de galère depuis longtemps. De fou. Et qu'ils ont partagé des trucs. Il y en a des mecs comme ça dans les cités, dans nos quartiers populaires. Il y en a des gars comme ça. Des gars, ils sont toujours chauds. Viens, on va au grec. Viens, on va au foot. Viens, on va ça. Ils sont toujours disponibles. Et en fait, même s'ils te vénèrent dans leur comportement, même s'ils t'énervent, même s'ils sont aigris, même s'ils ont de ressentiments, des fois, t'aimes bien les avoir avec toi dans la voiture parce que tu sais qu'à un moment donné, ils vont te sortir un petit coup d'éclat comme ça, ou ils vont te sortir une petite vérité dans laquelle tu vas te reconnaître, ou bien ils vont te sortir une petite punchline, un truc. Et en fait, c'est des gens qui ont aussi un petit peu du cœur parce que, comme tu dis, ils jettent la dinde, mais ils lui donnent sa sœur. Exactement. Et c'est des gens qui permettent, parce que le monde de la boxe professionnelle dans en tout cas, il lui donne sa sœur. C'est peut-être un peu dit crûment. Il lui donne la validation. Parce que lui le dit comme ça, comme nous on le dit avec ses mots. Alors qu'il a pas vraiment beaucoup de considération pour Rocky au début, on peut le dire. Oui, bien sûr, il le considère comme un gars de la rue, quoi. Tu vois, je sais même pas s'il y a du respect, mais en tout cas, comme son équivalent peut-être. Comme lui, il a pas beaucoup oui. Tu vois, il a pas une bonne image de lui-même, une self-esteem de ouf. Donc c'est vrai que quand on est dans ce genre de schéma, on n'a pas trop tendance à s'entourer de gars qui sont au-dessus, quoi. On aime bien, tu vois, enfin, on aime bien. En tout cas, dans ce genre de cas, on aime bien rester proche de ceux qui nous ressemblent. Mais le Paulie, il représente tellement de choses importantes, je pense, pour cette époque. Il est contemporain de cette époque. Tu vois, c'est les années 70, c'est pas que John Travolta en boîte de nuit qui fait du disco. Il y a aussi ces mecs-là qui sont revenus de la guerre. Qui sont revenus en perdant, hein. Comme dans Rambo, on le revoit, ça aussi. Hein. Bon, après, on n'imagine pas Paulie en Rambo, mais... Ouais, mais le fait de revenir la queue entre les jambes, comme on dit, quoi. Exactement, une défaite. Le Vietnam, c'est vraiment la mort d'un rêve. Ouais. La mort du rêve américain. Et j'en reviens encore avec ce film, et je sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Peut-être parce qu'il y a beaucoup de ces acteurs-là, mais c'est l'introduction du parrain qui, pour moi, fait partie de l'une des meilleures introductions de l'histoire du cinéma, avec un plan qui résume tout simplement d'un zoom inversé, tu vois, sur le personnage de l'Italo-américain. Un travelling arrière, ouais. Un travelling arrière qui montre la psyché et à la fois avec le dialogue qui va nous dire nous sommes venus en Amérique pour vivre ce rêve américain avec ces ambitions-là. Et on peut faire le parallèle avec les parents de Paulie ou les parents de Rocky, c'est les mêmes, c'est la même immigration. Quand on arrive à l'époque de Paulie, donc 30 ans après, au milieu des années 70, ce rêve est mort. Mmh. Ils ont été se battre pour ce pays, mais ce rêve est mort. Et ils sont en errance, comme des morts vivants. Et je trouve que le personnage de Paulie, pour ça... Il l'incarne bien, ouais. Il l'incarne tellement bien, parce qu'il, mine de rien, peut-être même sans le savoir, c'est ce qui va garder Rocky sur Terre. On passe à un autre personnage... Un autre aigri. Pas aigri, pas aussi aigri, dans un autre style. Carl Weathers, interprété, mais tellement magistralement par Monsieur Apollo Creed. En fait, c'est l'inverse, tu vois. Pardon. Mais c'est pas grave, c'est normal. Excuse-moi. On est en train de parler de sous-texte. Je suis désolé. Comment ne pas se perdre. Comment ne pas se perdre. Apollo Creed. Je l'ai vu, hein, mais j'ai pas voulu trop prendre. L'enfoiré, il a rien dit. C'est mieux. Carl Weathers, donc l'acteur qui interprète Apollo Creed d'une manière tellement magistrale. Exceptionnel dans le rôle, le côté arrogant. Je pense qu'en fait, on ne pouvait pas trouver mieux. La voix, le débit parfait, arrogance, côté arrogant et altruiste, un peu à la Mohamed Ali. Du coup, je pense que c'est vraiment, c'est un peu la figure un peu inspirée, à mon avis, du côté showman, showman et tout ça. 100%. Et c'est pour ça que moi, le mot qui me vient, c'est respect. Parce qu'il aurait pu tourner dans la parodie. Ouais. Si Rocky, c'est Chet Wagner, c'est indéniablement Mohamed Ali, Carlos. Tu vois. Donc Apollo Creed, c'est Mohamed Ali. La manière de boxer. Le jeu de jambes. La manière de danser, tu vois. C'est pas pour rien qu'il ramènera James Bond dans le 4. Ça aurait pu tourner à la parodie. Mais c'est le respect qui est au premier plan. Et ce respect sera rendu sur la scène des Oscars. Et tu sens qu'avec Apollo, c'est ce qu'on voit rarement de Mohamed Ali dans les off. Ouais. Quand Mohamed Ali était invité à l'époque sur les plateaux pour parler de boxe, pour faire son show. Pour moi, c'est le sportif de tous les temps. Il a autant compté dans sa vie personnelle que dans sa discipline. Ça a été quelqu'un en dehors du ring. Ouais. Et ça, tu vois, c'est pas donné à tous les sportifs. On parle des années 60, on parle de la guerre, mais encore une fois, c'est une figure de ça. Il s'est battu pour ne pas y aller. Bah, c'est une figure complète. Une figure complète. Une figure complète. Là où certains athlètes, sportifs, français,
non pas la même, mais je sais que je vais m'attirer les foudres de beaucoup de fans de foot. Un certain numéro 10. Je vois que t'as un t-shirt Zack Snyder, ça commence par un Z. Tu dis ça parce que j'ai des origines kabyles et que c'est l'émission numéro 10? Voilà, exactement. Après, on va me dire, oui, mais c'est pas l'affaire d'un sportif. Oui, mais c'est l'affaire d'un homme. Et Mohamed Ali, il a transcendé ça. Il a transcendé ça devant son écran en disant, mais non, non, non. Moi, le Vietnam, c'est dans la télé. Non, moi, ils m'ont rien fait. C'est pas eux qui me traitent de nègre. Donc, c'est une personne aussi qui a porté ses gants et qui a apporté aussi ce que vous savez. Et c'est une personne éminemment respectable. Et je peux comprendre qu'effectivement, que pour toi, ce soit le sportif, voilà, le meilleur de tous les temps. Parce qu'il est complet. Encore une fois, c'est un combattant entier, à 100%, en dehors des rings comme sur le ring. Il a pris des risques, il a lâché ses titres, il est parti au Zaïre. Enfin, voilà, c'est quand même, on va pas refaire. On va pas refaire, mais c'est vrai que. Faudrait une saison de Spectrum, hein. Mais pour en revenir à Apollo Creed. Ce que je disais, c'est qu'Apollo Creed, c'est la quintessence de Mohamed Ali à cette époque-là. D'accord. Tout ce qu'on vient d'évoquer, toutes les étapes de Mohamed Ali, au moment où il arrive jusqu'à ce combat, ce fameux soir contre Chap Wepner, où Wepner arrive à tenir beaucoup de rounds face à cette légende, et je crois que c'était jamais arrivé, mis en difficulté. Il l'a fait tomber, tout simplement. Il l'a fait tomber. C'est écroulé, ouais. Incroyable. C'est anonyme, que très peu de personnes connaissaient dans la fédération de la boxe. On connaissait Chuck le Fauve à cette époque, ouais, avec la Fureur du Dragon. Ah bah ouais, ça n'a rien à voir. Qui lui aussi a fait tomber Bruce Lee. Non, là c'est un gars du New Jersey qui sort de nulle part et à qui, dans les deux histoires, a eu une main tendue. C'est ça qui est beau dans cette société multiculturelle que sont les États-Unis à cette époque-là, c'est que l'Afro-Américain, qui a eu une ascension sociale, mais qui est passé par des tracas, parce qu'il le dit, tu sais, au détour de conversation, tu sais, en lisant les lettres de fans, Duke, qui lui dit, ouais, pour ton image, fais ce combat pour ton image. Et lui, il a cette idée de trouver un inconnu dans le bottin. C'est vraiment la force du destin. Les mecs, à quel niveau, tu vois, pour ça, c'est vraiment pour montrer l'ego d'Apollo Creed, un inconnu. Et là, il est dans ce bureau avec Duke et ils se disent, j'ai eu une main tendue. Et ben, pour une fois, on va montrer l'image d'un noir qui tend la main à un blanc, des quartiers pauvres. Et s'il sait pas se battre, peut-être qu'il sait bien cuisiner, enfoiré, il dit ça. Punchline incroyable. Punchline de fou. Avec la voix de Mendondo, tu peux rien faire de mieux. J'entends Eddie Murphy, moi. Exactement, tu vois, il dit ça, non mais j'en pouvais plus. C'est tellement vrai, parce qu'à cette époque, c'est tellement rare. Donc c'est pour ça qu'il a canalisé l'essence de ce qu'était Mohamed Ali. Et il arrive à la transformer sans que ça vire au ridicule, à la parodie, tu vois. Et entre lui et Rocky, tous les opposent. À tout. Tous les opposent. Et c'est ça qui est... L'autre, il a une vie de famille, il est connu, il est riche, il est célèbre, il est à l'aise en public. Rocky, il est tout seul, il est timide, il sait pas bien s'exprimer, il a pas une bonne élocution, il est censé même pas savoir lire. On l'apprend dans Rocky 2. Encore une fois, là où la ressemblance, elle est frappante avec Sylvester Stallone, c'est qu'au moment du casting, l'anecdote incroyable, c'est qu'ils font des essais. Enfin, Carl Weathers fait des essais avec Sylvester Stallone. Il ne sait pas que c'est lui le scénariste. Il pense que c'est juste un petit figurant comme ça. Parle, je crois, avec le directeur de casting. Il dit, mais c'est qui ce plou que vous m'avez mis qui là? Il dit, bah, c'est le scénariste du film. Et là, il regarde, il est gêné. Il fait, bon, peut-être qu'il s'améliorera dans le temps, un truc comme ça. Il essaie de se rattraper parce qu'il veut le rôle, parce qu'il faut aussi manger. Et là, t'as Stallone qui arrive, qui dit, mais c'est totalement lui. C'est lui. En étant vrai. Il est super content, tu vois. En étant vrai, incroyable, quoi. C'est cette arrogance, c'est ce côté-là que je recherche, donc c'est parfait, quoi. La force du destin, en tout cas, comme je disais, encore une fois, à chaque fois, des choses se mettent en place pour que ce soit une sommité, en fait, de réussite et de personnes qui sont là à leur place au bon moment, au bon endroit. C'est incroyable. L'alignement parfait. L'alignement parfait. Ouais. On passe à Mickey, dernier perso, Burger Meredith. Donc le coach, c'est ça. Coach rude, gueulard. Peut-être pour certaines personnes qui sont un peu plus profanes. Moi, en voyant Rocky 1, c'est là où je me suis rendu compte en fait qu'il était dur avec Rocky. Parce que quand on voit à partir de Rocky 2 jusqu'à la fin... La relation est déjà établie en fait. La relation, la complicité, c'est un père pour lui. Alors que dans Rocky 1, mais pas du tout. Tout est à jouer. Il le traite de loser et il dit que finalement, il avait un potentiel, que Rocky a tout gâché. Cette phrase, il faut revenir dessus. Il lui pose la question, pourquoi tu es dur avec moi? Parce que tu étais un boxeur qui avait du cœur. Qui avait du cœur, ouais. Et qu'est-ce qu'il lui répond? Ah, j'ai du cœur, hein, mais j'ai pas de vestiaire. Voilà, là, incroyable. C'est incroyable, ça. Le coach Mickey sait qu'il a l'opportunité de jouer
le champion en titre, et carrément même la ceinture, parce que c'est un match d'exhibition, mais je crois qu'il peut perdre sa ceinture. Ah oui, non, le personnage d'Apollo Creed met sa ceinture. Ça met sa ceinture en jeu, c'est incroyable. Il offre l'opportunité, comme il le dit avec ses mots, à un inconnu de devenir champion du monde. C'est le rêve américain, le rêve américain. American Dream. Et donc Stallone qui veut percer à Hollywood. Et d'ailleurs, Stallone dira que lui-même a été choqué par l'interprétation juste avant de Mickey, qui lui a donné des astuces, des trucs de jeu, parce que là aussi, il a été d'une vérité de jeu incroyable. Petit, rachitique, mais avec une force interne et une source de motivation incroyable. C'est la quintessence du coach. Alors que pourtant, au départ, comme tu dis, c'est pas facile, quoi. Tu vois, les relations, elles sont mais foudroyantes. C'est à peine s'il y a du respect. Et en surface, parce qu'à l'intérieur, bien sûr qu'ils se respectent. Et ça, on doit attendre des interactions de dialogue pour le comprendre. Et effectivement, ce que je te disais au niveau du cœur, du vestiaire, ça c'est dans la salle de gym. Mais la scène à laquelle tu fais référence à travers la porte, ça c'est Cherokee, quand il vient le voir chez lui. Ouais. Et c'est vrai que c'est énormément chargé d'émotions. Ah ouais, bien sûr. Ils règlent leur compte un peu aussi. Ils règlent leur compte, mais comme un père et un fils. Il a personne, Rocky. On comprend qu'il est seul depuis très longtemps. En plus, il met ce truc-là qu'il a inventé de mettre la photo de lui à côté de celle de ses parents sur le miroir. Tout à fait. Ouais. Comme on le disait, le miroir, la projection de soi, ses pensées. C'est quelqu'un qui ne parle, il n'a pas une grande élocution, donc il parle pas énormément aux gens, à part son patron. Il a une routine, Rocky. Ouais. Il parle avec son patron. Il s'embrouille avec le chauffeur de son patron. Ouais. Il passe acheter la bouffe pour sa tortue et au passage, ça lui permet de voir Adrian. C'est ça. Il croise Polly de temps en temps. Et il va boxer le soir dans des combats un peu obscurs, dans des églises, je crois, parce que c'est ça. Le premier, c'est ça. Ouais, tout à fait. Ce premier dans une chapelle et tout. Ouais. Je pense qu'il veut par là nous dire que c'est la foi, tu vois. Il croit en ce qu'il fait. C'est très aussi italien, quoi, italo-américain, tu vois. Et effectivement, cette caméra qui descend. D'ailleurs, le premier combattant, c'est Spider. C'est Spider quelque chose qu'on retrouve dans Rocky Balboa par la suite. D'ailleurs, il l'a engagé après dans son resto. Dans Rocky Balboa. Alors oui, effectivement. Mais je sais plus comment. Spider Rico. Non, un truc comme ça. Un truc comme ça. Comme ça. Hein. Ouais. J'ai trouvé autre chose sur le premier Rocky. Il y a aussi un autre combattant dans ce film. Il y a un autre boxeur qu'on retrouvera dans un autre film de boxe. Enfin, un film autour de la boxe. Ah ouais. C'est un acteur afro-américain. Qui je pense a déjà dû être boxeur parce que interprété 2 fois un boxeur et pour le coup pour Stallone, et il reviendra pour Brian De Palma dans Snake Eyes. D'accord. Tu te rappelles de Snake Eyes, tout tourne autour d'un combat de boxe avec Nicolas Cage. Avec Nicolas Cage, ouais. Tout tourne autour d'un combat de boxe à Las Vegas et le boxeur qui est le protagoniste du film a commencé dans un Rocky. Quelle scène? Je crois, si je te dis pas de bêtises, je crois que c'est un des sparring partners qui entraînera Rocky avant le combat avec Apollo. Soit c'est lui, soit c'est peut-être je confonds, c'est celui tu sais c'est pas celui qui lui crache dans le seau, mais il fait partie de tous ces boxeurs dans la salle de Mickey en fait. Ouais, bien sûr. Tu vois. Bon, c'est une petite anecdote comme ça impromptue, ça n'apporte pas grand-chose, mais c'est intéressant de savoir que ces gueules-là, parce que c'est un film de gueule, tu les retrouveras dans d'autres figures. Ouais, ils sont périphériques, en fait. Ils sont périphériques, exactement. En tout cas, tout ce qui se passe dans cette salle, c'est tellement concentré de testostérone, de fou, de regrets, d'ambition loupée qui remonte à la surface. C'est pour ça que ce film est bourré de bonnes expositions, parce qu'en quelques scènes de dialogue, on comprend où en sont ces personnages. C'est là où c'est impressionnant, c'est qu'à la base, il a jamais fait de boxe. Et non. Comment il a pu humecter cette ambiance? Comment il a pu s'immerger avec autant d'authenticité dans cet univers-là? La boxe, c'est le combat, et lui, à cette époque-là, il combat. Ouais. Et puis, il y a un truc qu'on oublie, et moi, mon père me le disait souvent, c'est que dans les années 70, je pense même les années 60, 70, mais en tout cas dans les années 80 aussi, la boxe à la télé, c'était comme le foot aujourd'hui. Ah, ok. C'était le sport très populaire, bien sûr. Et tout le monde se réunissait autour d'un combat de boxe, tu vois. C'est un côté de famille, Rocky, tu vois. Tous les personnages qu'on est en train de nommer, sur le plateau, ils ont dû former une famille. Et ça se ressent tellement à l'écran. Même Carl Weathers, qui joue l'antagoniste, il fait partie du truc, quoi, tu vois. Tu peux pas en vouloir à Apollo Creed. C'est pas possible. Qui en veut à Apollo Creed? C'est l'élément déclencheur, quand même, aussi, du film. Ouais, parce que sans sa décision, il y a rien. C'est l'élément déclencheur du scénario, mais c'est aussi l'élément déclencheur de l'ambition de Rocky, qui n'en a pas du tout envie à la base de base. Mais c'est ce qui m'a marqué, moi, c'est cette scène-là, justement, tu fais vraiment bien d'en parler, c'est que c'est pas le promoteur, peut-être? Si, c'est ça. C'est le promoteur qui arrive et qui voit Rocky et qui lui dit, voilà, t'as la chance de ta vie, Apollo Creed, qui souhaite te proposer un combat.
Et là, t'as Stallone qui dit, Rocky qui dit non. Il refuse. C'est incroyable. Mec, il en a rien à battre. Il s'en fout, en fait. Déjà, lui, ce qu'il veut, c'est Adrian. Je me dis, mais comment un scénariste de la trempe de Sylvester Stallone a pu avoir l'autodérision et le recul nécessaire pour tellement comprendre son personnage, pour faire en sorte que là où on aurait tous dit oui, bien sûr, et lui, il dit non. Et montrer, en fait, qu'il est pas dans ce show business, il est pas dans ce monde-là, il s'en fout. Et c'est à ce moment-là où, en fait, on le pousse, où Adrian croit en lui. Et là, il dit, je vais te montrer que je peux rester debout, mais que moi, je veux même pas gagner. J'en ai rien à battre. D'ailleurs, la scène, pour moi, la plus émouvante du film, et je dis bien, après, ça m'appartient, c'est quand il dit, mais où tu es? Et elle arrive, et la première chose qu'il lui dit, c'est pas, je regarde, j'ai réussi, ceci, cela. C'est, il est où ton chapeau? Ouais. Non, mais sincèrement, mais qui est ce mec? Le souci du Mais détail. qui est ce mec? C'est-à-dire, il est tellement vrai, il a une telle générosité. Lui, il aime tellement Adrian, il dit, il la regarde, il l'observe, il la voit tout le temps quand il est dans le magasin, il la scrute, il sait qui elle est. Il est où ton chapeau? Mais c'est surtout qu'à ce Il en a rien à moment-là, battre, en il fait. est déformé. Il est déformé et lui, il pense à la bienveillance de son chapeau. Quand t'as 17 ans, 19 ans, 20 vois ans, pas t'as ça. pas assez de recul pour comprendre certaines choses, tu vois. C'est tellement puissant, c'est tellement fort. Et moi, ça m'a vraiment ému, quoi. Je comprends tellement cette volonté qu'il a eue de ne pas laisser l'interprétation à quelqu'un d'autre. Ah ouais. Pour comprendre la force de ce scénario, il fallait que l'auteur. C'était impossible autrement. Et là où je rebondis là-dessus, c'est que, encore une fois, l'autodérision et la répartie de Sylvester Stallone, qui dira en interview, pendant que Apollo, dans l'entraînement, me donnait des coups, j'avais mal. Et je lui disais, mais attends, c'est moi qui t'ai écrit et t'es en train de me démonter. Sois gentil avec moi, tu vois. Il lui dit, mais je suis en train de me faire défoncer par mes propres rêves. C'est génial, ça. C'est mal la philosophie du gars, comme tu dis. Il dit, je me fais défoncer par mes propres rêves. On n'était pas prêt à cette émergence de faiseurs, de self-made men, comme tu dis, des gars qui ont non seulement une vision et qui s'y mettent les moyens de nous la transmettre. On passe à Bill Conti. C'est pas un personnage, mais c'est quand même... Ah si. Ah, la musique est un personnage. C'est un personnage. Hein. Ah, la musique est un C'est le meilleur thème de motivation de l'histoire du sport. Voilà, une fois qu'on a dit ça, c'est bon. C'est même pas que de l'histoire du sport. Je te dis, moi, autour de moi, j'ai un fan de Superman, c'est toujours le même, c'est Geekology. On a parlé de Superman. Et là, encore une fois, je vais encore parler du parrain. Pourquoi? Parce que c'est Mario Puzo c'est sponsorisé par... Mais c'est Mario Puzo qui a écrit Superman. D'accord. Encore un Italo-américain. Et la scène de Superman, pourquoi Superman de Richard Donner de 78 est devenu culte? C'est un peu grâce à Rocky. Parce que 2 ans avant, la scène du training montage sur la musique de Bill Conti, elle va tellement être importante pour la musique composée par John Williams, le thème de Superman qu'on connaît tous. Le score, ouais. Le score de John Williams qui sera posé sur une scène, enfin, sur un enchaînement de scènes de Superman qui fait des heroic acts. Tu sais, la scène de l'hélicoptère, récupérer le sac à main de la vieille dame. Et tout ça avec la musique, c'est monté comme le training montage de Rocky. D'accord. Et c'est ce qui est resté dans l'inconscient collectif des gens. Superman, le plus fort de tous les super-héros, c'est ce mec-là qui va rester dans la tête des gens comme le sauveur du quartier. Tu vois ce que je veux dire? Grâce au training montage de Rocky. C'est pas avéré par des grands théoriciens, ça c'est ma théorie à moi. Mais c'est tellement évident quand tu le regardes. C'est pour ça que la musique de Bill Conti, c'est un chef-d'œuvre. Ah, c'est un pur chef-d'œuvre. Et d'ailleurs, il avait aussi fait la musique de Karate Kid, hein, qui a encore un autre film qui a été réalisé par John J. Avildsen. Haute sécurité aussi, par exemple. Les Princes de la Ville. Ah. Les mecs de Test connaissent bien. Ne trahis jamais la Honda, Vato. Je sais pas pourquoi je l'ai fait avec l'accent de Tony Montana. C'est bizarre, ouais. C'est un mashup. C'est le même verse, on va dire. Voilà. Et il a fait aussi la BO de la version américaine du Grand Bleu. Alors, en France, c'était Eric Serra. Eric Serra, ouais. Là, tu parlais du training montage. On est obligé aussi de parler de Garrett Brown, qui est l'opérateur Steadicam, l'inventeur du Steadicam, qui est donc de Philadelphie, qui lui avait fait des premières démos avec sa femme, la montée des marches des escaliers du musée de Philadelphie. Mais qu'on voit à l'écran, hein. On le voit pendant les scènes de combat. Ouais. Et lui, ce qu'il fait, il montre la vidéo au réalisateur. Il la vend aussi en même temps, donc il la montre et au final il dit mais c'est génial, c'est cette caméra embarquée, c'est hyper stable et fluide. Bah tiens, ça donne l'idée de faire ces fameux montées d'escalier que lui il avait fait avec sa femme auparavant pour faire une démo du Steadicam. Concrètement en termes de technique, aujourd'hui on retrouve ça partout. Tu retrouves ça sur les matchs de foot là au niveau des touches. T'as les opérateurs Steadicam avec les bras et on la retrouvera aussi dans The Shining d'ailleurs. Couloir. Exactement. Et dans le labyrinthe. Dans les couloirs et dans le labyrinthe bien sûr.
Et là, c'est expérimental. Et surtout, c'est époustouflant, c'est du jamais vu. Ah oui? C'est du jamais vu. Et à ce moment-là, j'ai vu ensuite une interview bien plus tard de Gareth Brown qui disait il y avait tellement pas d'argent, c'était tellement fauché que les producteurs m'ont dit tiens, tu vas prendre un pourcentage sur les recettes du film. Et lui, il a dit non, mais c'est quoi cette douille? Non, ce film là que vous faites, parce qu'il faut savoir que l'équipe, c'était une équipe de films Z. Ouais. Tu sais, les films trauma, là, genre. Ouais, la débrouille. Voilà. Ouais. Et il lui dit, d'ailleurs, il y a des techniciens qui rangeaient le matos avant même la fin de la prise. Et Stallone disait à Adrian, mais ils se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer. Leslie, il dit, mais c'est irrespectueux, on n'a même pas terminé la prise, qu'ils sont en train de ranger du matos. Et donc, lui, il avait, comme tu dis, et sa vision, il savait ce qu'il allait en être. En tout cas, il l'espérait. Et t'as Gareth Brown qui dit, non, moi, j'ai demandé un cachet, finalement, ils m'ont payé. Mais si j'avais su, j'aurais pu me payer un yacht, là. Il pouvait pas forcément savoir. Il a quand même posé sa patte dans le cinéma grâce à ce film. Donc, s'il n'a pas eu la reconnaissance pécuniaire tout de suite, il a quand même eu la reconnaissance du cinéma parce que quelle invention quand même, quel apport pour la mise en scène. Tu le ressens dans les combats, mais il y en a un qui va bien l'utiliser, qui va même utiliser un autre style de mise en scène. Ce sera Ryan Coogler pour les Creed. Oui, bien sûr. Quand t'as l'immersion, parce que là, c'est l'immersion, mais quand t'as l'immersion dans le combat et le plan séquence. Le plan séquence, ouais. Plus de 35 ans séparent, je dissocie la Rocky de Creed, mais c'est l'héritage, c'est quasiment pareil, mais en tout cas, ces thématiques-là ont eu l'avantage d'avoir poussé ces réals à être inventifs. Et ça, c'est l'esprit de la boxe. Ouais. Toujours se dépasser, toujours être dans le respect de l'art. C'est le noble art pour le coup, mais là le 7e art aussi, tu vois, c'est ça. La boxe a une dimension cinégénique incroyable, c'est époustouflant, avec un sens de la dramaturgie. Est-ce qu'il va se réveiller du chaos? Est-ce qu'il va se prendre un KO? Est-ce que le knockout, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'il est dans les vapes? Le côté cinégénique, cinématographique, on l'a vu après, bien sûr, avec d'autres films sur la boxe. Il n'y a pas que celui-là. D'autres l'ont. Il y a eu Raging Bull quand même après, quand même. Une autre manière, encore une fois, d'utiliser le cadre avec des transtraves, des travelling compensés, avec De Niro en noir et blanc. Voilà, c'est encore un autre style esthétique. Tu sais pourquoi il est en noir et blanc, Raging Bull? Non, je sais pas. Tout simplement parce qu'au montage, t'as Martin Scorsese qui trouvait le rouge des gants trop vif à l'écran. D'accord. Du coup, on va tout mettre en noir et blanc. Des fois, c'est des petits détails et ça marche tellement bien parce que le noir et blanc t'apporte le côté dramaturge. Ça met aussi, je sais pas, ça construit le film dans le marbre. C'est-à-dire que pour un biopic, c'est intéressant pas de le cloisonner, mais comme tu dis, de l'encastrer. Ouais, c'est ça. Comme une figure du temps qui passe, tu vois. Donc non, c'est intelligent. Hein. Mais la boxe, effectivement, dans la chorégraphie, il y a une possibilité de jouer avec la lumière, avec le rapport avec le son, le rapport avec la distance, avec l'adversaire. C'est pour ça que je dis que c'est le traitement audio aussi, le bruit des impacts. Notamment dans Rocky vs Drago, les impacts ont été refaits, des gants et tout. Mais parce qu'à l'époque, il n'avait aucune idée de ce qu'il faisait en matière de boxe réelle. Il le dira lui-même, je n'y connais rien. Ah, carrément. Tu le vois. Et pourtant. Tu le vois à l'image. On savait pas, nous. Hein, mais moi, j'ai construit toute ma figure de la boxe sur Rocky. Quelle stupéfaction quand tu commences à grandir et que tu côtoies de vrais boxeurs. En plus, à de l'anglaise. C'est pas boxer dedans, tu vois. Mais c'est pas grave parce que ça fonctionne. Et comme tu dis, le langage même du corps, la manière de se déplacer. Mohamed Ali sur le ring. Ce que fait Apollo Creed en s'inspirant de Mohamed Ali, c'est Mohamed Ali qui s'inspire de la danse, des chorégraphies, du cinéma, de tout ça. Il faisait son cinéma, il faisait son show, Mohamed Ali, pour déstabiliser ses adversaires. Donc, tout est relié. L'art dramatique, la manière de se déplacer, de déplacer le corps dans le cadre. Toutes les disciplines, en fait, sont mêlées. Tout ça est cohérent. Plus le côté combat, gladiateur, show, arène, on est dedans. Ah ouais, carrément. Mais ne serait-ce que les références avec les visées quand ils tapent dans la carcasse de viande, comme tu disais. Mais ça aussi, c'est très, très fort. Et je crois que ça, c'est Frazier qui faisait ça. C'est Joe Frazier qui faisait ça, exactement, ouais. Qui était de Philadelphie aussi. Ouais, et d'ailleurs qui apparaît dans le film. Exactement, ouais. Ah oui, il a toujours apporté des guests. Et ça, c'est cool parce qu'il aurait pu se dire, mais ça, c'est quoi ce film? Personne ne connaît. D'ailleurs, dans le marché, quand Stallone court... Ils sont pas au courant. Il lui jette un truc pour rigoler, il rattrape la pomme. Enfin, il faut savoir qu'à l'époque, dans le contexte des tournages, c'était pas... Aujourd'hui, c'est quelque chose de très commun. Tout le monde soit un tournage, caméra... les gens sont habitués. À l'époque, c'était quelque chose, c'était réservé à une élite,
à des gens justement très riches. Et il y a certaines personnes qui voyaient pas du bon œil l'intervention comme ça d'une équipe de tournage arriver avec leur machinerie, leurs trucs, leurs camions. Il faut savoir ce qu'il y a aussi derrière un tournage. Hein. Il y a des camions, il y a des dizaines de techniciens. Surtout dans les quartiers où ils ont tourné. Voilà, exactement. Donc ils le voyaient pas vraiment bien et il y en a un carrément qui lui lance une pomme. Il la rattrape. Hein. Stallone, encore une fois, trop fort. Il prend le truc, il dit regarde, j'ai les soutiens des gens des voisins du quartier, alors que pas du tout. Il transforme un truc négatif toujours en positif. Moi, j'ai parlé donc de la scène qui m'avait le plus touché. Si t'en avais une. Mais on se rejoint, je te l'ai dit, moi, l'une des scènes les plus marquantes, c'est celle d'Adrian. C'est celle d'Adrian qui s'émancipe. Parce que on regarde un film de bonhomme. Ouais, on parle de boxe, on parle de nous étant gamins, parce qu'on est des enfants des années 80. On a eu ces personnages-là comme figure. À défaut d'avoir des vraies représentations, même si on l'a évoqué, je me rappelle plus si c'était en off, mais des acteurs comme Al Pacino, des petits bruns, tu sais, des typés et tout ça, qui n'étaient pas Dustin forcément... Hoffman aussi. Dustin Hoffman aussi, bien sûr. De Niro, toute la vague de ces acteurs des années 70. Eh ben, nous, c'est ce qui nous a fait nous représenter quelque part. Ouais. Avant, et c'est d'ailleurs ce qui a donné le là en France, pour avoir des acteurs comme Richard Anconina, tu vois, Richard Berry, ou des mecs comme ça, tu vois. Avant, c'était pas ça le morphotype de l'acteur français, c'était Alain Delon. Bon, Belmondo aussi a beaucoup contribué, je te dis, avec la nouvelle vague aussi, mais c'était pas la norme, entre guillemets. Mais quand tu grandis avec cette figure de bonhomme, etc., Adrien pourrait se perdre au milieu de tout ça. Eh ben non, moi franchement, vraiment, là je parle en termes d'émotion, la scène la plus touchante pour moi, c'est Adrian qui s'émancipe de son grand frère Paulie devant l'homme qu'elle aime, qui est Orochi. Okay. Au sein même de sa maison. Et à partir de ce moment, et là je parle vraiment d'émotion pure. Après, en termes d'émotion, tu sais, dans le grandiloquent, dans l'effort de guerre, si je puis dire, le combat en soi, et même si ça n'a rien à voir avec de la vraie boxe, il y a une dimension épique, tourné. Ouais. C'est épique. Tu vois, il y a de la tension, comme tu dis, dans le côté suspense, chaos. Il va se relever, il va pas se relever. La manière de faire passer les rounds. Ouais. Tu vois, avec ce montage comme ça, très dynamique, avec à l'écran déjà alors je n'ai aucune idée de comment on nomme les femmes qui viennent, tu sais. Ouais, les round girls. Les round girls, bon, ouais. D'accord. Tu vois, tout ça. C'est un apport incroyable. Et puis il y avait des producteurs dans l'équipe. Il y a son père, c'est lui qui sonne la cloche. Ouais, son frère qui chante. Voilà, son frère qui chante avec les barils là dans la rue. Ils ont ajouté des stock footage. Donc des fois il y a sur des contre-champs, c'est des images qu'ils ont re-shootées à d'autres moments parce qu'il y avait pas assez de monde. Bah oui, donc, ça faisait vide. Ça faisait vide. Donc et l'illusion, elle marche super bien. Carrément, dans les affiches, ils se sont trompés de short. Oui, c'est vrai. Et bien, il l'intègre au cinéma, il l'intègre au film. Mais en fait, c'était pas fait exprès. C'est un vrai dialogue, c'est ça qui est énorme. C'était une vraie erreur. Et là, il dit, oh, regarde, ils se sont trompés de short, genre, ils me respectent pas. Mais il arrive toujours à rebondir. C'est incroyable. Ça, c'est pas dans le scénario, mais. Transformer le négatif en positif, c'est ce qu'il a réussi de mieux, Stallone. Et l'anecdote ultime, en plus de l'épisode 10, il faut savoir que le Spectrum s'appelle le Spectrum parce que c'est la salle mythique qui a abrité le combat de Philadelphie. C'est une salle, malheureusement, qui a été détruite il y a déjà quelques années de ça. Oui, il y a au moins 15 ans. Non. Ah bon ? Ah non, c'était en 2016, il me semble, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Et donc, voilà, on a pris le nom du Spectrum pour rendre hommage. C'est pour ça que pour nous, l'épisode de Rocky, c'est un épisode vraiment très, très... C'est un épisode particulièrement important et dans l'histoire de notre podcast parce que voilà, on tire référence du nom parce que voilà, c'est aussi un échange, c'est un débat d'idées et c'est aussi une arène. Voilà, c'est aussi une arène d'échange d'idées, mais bon, sans échange de coups. Bah écoute, de manière intellectuelle. C'est un honneur. Hein. Plein de monde ne le savait pas forcément. Ah, c'est très bien de le dire. Mais voilà, fallait que je la place au moment où on allait parler de ce fabuleux film. D'ailleurs, ce fabuleux film, on peut aussi en parler du côté un peu plus, on va dire, statistique. Le film, on l'a dit plusieurs fois au cours de la discussion, il a été budgété à $1 million, ce qui est vraiment ridicule, tourné en moins d'1 mois, 28 jours, et il a rapporté au box-office oh là, j'ai pas le chiffre. 225 millions. Ah, 225 millions, c'est incroyable. Je répète, hein, il a rapporté $225 millions, il a coûté 1 million. Le succès interplanétaire de ce film, 3 Oscars, meilleur film,
devant Taxi Driver. Ouais. L'Oscar du montage, l'Oscar de la réalisation. Il fait 665 000 entrées en France et en Espagne, 3 millions d'entrées. C'est incroyable. Rocky 1, 3 millions d'entrées en Espagne. Les Espagnols, ils étaient trop chauds. Et une petite dernière chose, dans Rocky 3, c'est le seul film à ma connaissance où la BO, le score, est joué en diégétique et en extra-diégétique, puisqu'elle est jouée pendant l'inauguration. C'est la réaction de Mickey. Pendant cette scène, c'est la réaction de Mickey qui est énorme. Il se retourne vers cet orchestre. Vous voulez pas changer d'air? Voilà, arrêtez vos conneries. Genre, la musique, c'est bon, on la connaît, la musique de Rocky, quoi, tu vois. Mais il est censé ne pas la connaître, parce que c'est nous, en tant que spectateurs, on l'écoute, puisqu'elle est extra-diégétique, c'est-à-dire qu'elle est hors de la scène. Et donc là, en gros, pour donner un exemple très concret, c'est comme si que Dark Vador arrivait et que là, au moment, voilà, et que là, il y avait un orchestre qui faisait la marche impériale et lui, il l'entendait et tout. Tu vois, à ma connaissance, c'est du jamais vu. Oh, ça, je pense que ça doit exister. Ouais, je pense que ça doit exister, mais l'exemple, il est parfait. Il est parfait parce que Mickey, à ce moment-là, il représente peut-être une partie du public qui en a marre d'entendre ça. Surtout qu'on est dans le 3 et la soundtrack, c'est Eyes of Tiger. Tu vois, légendaire. Mais qui devient légendaire. C'est pour ça, je vais te dire un truc. Je vais te déculpabiliser. Tu peux autant avoir le premier Rocky en Rocky favori que le 3 parce que, je te le dis, ils font partie de deux ères différentes. À partir du 2 que Rocky prend la direction de mise en scène. Et à partir du 3, on rentre totalement dans un autre schéma. Mais parce que c'est aussi sa vie qui est dépeinte à ce moment-là. Exactement, parce que c'est les années 80. Parce que là, comme on dit, il prend le melon, il a pris la confiance, et il est exactement comme son personnage. Et moi, de Rocky 1 jusqu'à Rocky 2, je suis à 1000% avec lui en empathie, je suis en identification totale. Et dans Rocky 3, quand je découvre ce qu'il est devenu, il fait des pubs pour les crunchs, là, je sais plus quoi, les barres chocolatées. Il fait les Muppet Show, il est partout, il défonce tout le monde. Et là, t'as un mec dans l'ombre de la street, Clubber Lang, qui le regarde, qui l'observe. Je dis, mais déjà, c'est qui ce mec, ce charisme de fou? Et je vois à chaque fois, il regarde chaque combat. Moi, l'espion, l'observateur. Je me dis, mais, et en fait, je bascule. Je passe de l'identification totale à Sylvester Stallone, Rocky, mais c'est Clubber Lang, c'est lui mon héros. Tu passes du protagoniste à l'antagoniste. Ouais, je suis l'antagoniste, je le vois courir tout seul, je me reconnais moi en train de courir au parc. Personne t'aide, personne t'aime, t'es seul face à tous. Alors après, quand il ouvre la bouche et c'est une machine à punchline, je me dis, alors, et sa voix aussi, hein, elle est incroyable. Hein. Là aussi, là, c'est pas possible de le voir en VO. Tu peux le voir qu'en VO aussi. Je l'ai jamais vu Rocky 3 en VO. T'as cité Dark Vador juste avant. Ouais. Qu'est-ce qu'un bon film sans un bête de méchant? Et honnêtement, Clubber Lang, franchement, c'est pas le méchant, en tout cas l'adversaire le mieux écrit, parce que j'adore Dolph Lundgren, j'adore Ivan Drago. Clubber Lang, c'est exactement ce qu'il fallait à Rocky. Tu vois, c'est le défi qu'il fallait à Rocky pour le ramener sur Terre. Et le coup de génie de nous faire l'association. Et tu sais, c'est très comique, ça. C'est très, on est dans les années 80 et c'est très actionneur, mais c'est très récit de bande dessinée de faire d'un ancien ennemi, donc qui est Apollo Creed, un acolyte pour combattre côte à côte le nouvel ennemi, qui est plus jeune, plus fort, plus hargneux, qui veut détruire et lui voler sa vie. Tu vois? Ça, c'est une convention qu'on retrouve. Nous, on appelle ça avec mes petits frères, avec mon frère, on appelle ça le Megaman. Je sais pas si tu connais le jeu Megaman. Non, j'ai grandi dans les années 80, mais Megaman, c'était un personnage avec un robot, un espèce de cyborg, et il tuait chaque adversaire, et chaque adversaire était après avec lui, et on pouvait prendre un adversaire pour combattre le prochain. D'accord, c'est la politique de Son Goku. Voilà. Tous ses ennemis deviennent ses acolytes. On va dire la jurisprudence Megaman. C'est cette force incroyable d'avoir fait de Clubber Lang l'homme qu'on déteste et à la fois qu'on mais moi je le surkiffe trop. Quel odieux personnage quand il interpelle Adriane qui a une trajectoire tellement difficile. Toi, la femme. Il dit pas Madame Balboa. Et en plus, viens dans mon hôtel et tout, mais vraiment l'humiliation totale, la provocation vient. Et puis à Apollo Creed aussi, il déteste tout le monde. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Amène-moi pas ta gueule si tu veux pas que je te la défonce. Mais tu vois, qu'est-ce que tu veux? Viens. Frappe-moi, Creed. Est-ce que son entraîneur
le supporte, en fait. Comment il fait? Non, il est autodidacte. C'est pas possible. Il défonce les caméras. Pronostic. Une boucherie. Il tue Mickey quasiment. Voilà. Il va provoquer ce que sera son infarctus, tu vois. Il est champion du monde. Tu dis, bah c'est bon, peut-être que lui aussi, il peut rêver à un apaisement. C'est bon, t'as prouvé. Il est aussi déchaîné. Il dit, je m'entraînerai encore plus. Je me permets parce que j'ai des origines. Clubber Lang, il est algérien. Il est énervé. Ah Non, il est énervé. Et puis, ce premier training montage de l'ascension de Rocky, qui est en plus jumelé dans un montage alternatif avec de vraies images, promotion. Mais c'est ce que je me disais, ouais. Les Muppets, c'est Stallone, hein, c'est pas fait pour. Pareil, l'interview, quand tu le vois avec sa chemise bleue, la moitié des pubs, que ce soit pour DeLorean, pour, tu sais, c'est Stallone, ouais. pour les motos et tout, c'est Stallone. Le parallèle, il le fait avec, encore une fois, sa vie et son ascension de l'époque, parce que c'est 83 ou 82, c'est la même année que Rambo, parce qu'il est passé très vite à la réalisation, hein, Stallone. Très vite après Rocky, il a essayé de, en gros, pas faire oublier Rocky, mais vite passer à autre chose et ne pas être l'homme que d'une seule réussite, que d'un seul coup de chance. En fait. Ouais, coup d'éclat, coup de génie, ouais. Son premier film de réalisateur, qui est La Taverne de l'Enfer, va passer inaperçu. C'est sympa à voir quand même, tu vois. Mais il va très vite avoir cette ambition de revenir avec une suite. Et pour moi, je te le dis, le premier Rocky et le deuxième sont quasiment complémentaires. Tu vois, tu reprends à la fin, ça s'enchaîne bien. Tu vois l'ascension, quand il commence à toucher un peu d'argent et qu'il veut faire plaisir à Adrian. Ah, tu vois, des belles choses, on devrait se les payer, Adrian, tu vois. T'aimes bien passer du bon temps, pour ça, il te faut une bonne montre. Tu vois, c'est des punchlines, le mec, dans la boutique, tu vois. T'aimes passer du bon temps, il te faut une bonne montre. Tu sais, c'est quand même incroyable, tu vois, c'est des punchlines de fou. Et le 3, on entre dans une autre phase. Là, Stallone, il rentre dans une autre machinerie. Même en termes de réal, en termes de moyens, en termes d'entertainment, d'avoir choisi cette Survivor, c'est pas anodin. En training montage au départ, ça colle trop bien. Il arrive à choper ses intros. Déjà, sur le 2, il nous faisait la review du premier. Mais là, sur le 3, il ajoute la review de la fin du combat avec Apollo et il enchaîne avec son ascension et celle de Clubber Lang, dans l'ombre. Tu vois, comme tu dis, il vient assister au combat. T'as Mickey qui le regarde, il a peur et tout. Ah bah ouais, non mais là, tu vois l'envers du décor. Mais je me lasse jamais. Jusqu'à que Paulie, tu sais, jette la bouteille sur le flipper. Ah, sur le flipper Rocky. Sur le flipper Rocky, voilà. À ce moment-là, je me dis, c'est bon, c'est fini l'intro. Mais jusque-là... Moi, j'arrive pas à faire comme toi. Quand je tombe sur Rocky 3, je vais jusqu'au bout du film. Je comprends, ouais. Je suis happé. Cette intro, elle est tellement magistrale. Dans cette intro, il jette pas que des bouteilles, il jette des montres. Il jette des regrets. Déjà dans le 1, j'étais déjà à la cuisse de dinde. Tout ce qui lui passe par la main. Voilà, Rocky 3, à partir de ce moment-là, on n'est pas sorti de ce premier Rocky, mais on sent l'étape accomplie de Rocky et de Stallone. C'est la quintessence de ce nouveau Stallone, de ce nouveau héros, de cette nouvelle ère et de cette nouvelle décennie. Exactement, ouais, tout à fait. On va clôturer. Si on devait garder le message principal du film, c'est de pas gagner à tout prix, c'est de se relever malgré les difficultés. Donc toujours cette notion de résilience, malgré la difficulté, les coups et surtout la dignité. Pas rester humilié, se relever, rester debout et vivre sa vie avec intégrité. En tout cas, c'est vraiment la philosophie de Sylvester Stallone. C'est un film sur le concept de la résilience et encore une fois sur la recherche de l'amour et le fait de croire en soi aussi, quoi. Et de transformer les échecs en force. Les choses négatives en positives. Quel message. Merci à toi. On a tenu les 10 rounds. C'était un plaisir partagé. Vraiment, c'est un honneur d'avoir eu cette invitation. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble des plateformes audio et de nous laisser des commentaires. C'est très important pour le référencement du podcast. Si vous avez kiffé en tout cas être avec nous. Moi, j'ai vraiment pas vu le temps passer en compagnie de Redouane. C'est pareil. Champion WBF, WBC, WBO. Vraiment un plaisir. Et je pense qu'on se fera le Rocky vs Drago qu'on devait se faire en 2. Mais là, il y avait tellement d'altruisme dans notre discussion que voilà, on va le faire en 2 parties, je pense, ce sera mieux et c'est plus cohérent en réalité. C'est vrai. Mais voilà, j'espère qu'on vous a replongé sur l'univers de Rocky et surtout, vraiment pour moi, c'est très important que vous puissiez déconstruire cette image du gros musclé, du gros bas lourd, tu vois, c'est pas du tout ça. C'est une personne vraiment qui a une intelligence d'esprit, une philosophie, une sensibilité, un talent d'écriture, un talent après bien sûr de jeu aussi. On le verra dans l'ensemble de sa filmographie sur certains autres films. Mais voilà, c'est ce que je voulais surtout mettre en avant, c'est les talents de scénaristes d'écriture qui ne sont pas l'apanage de l'ensemble des action heroes. D'ailleurs, c'est le seul
Un de ses grands regrets, c'est de ne pas avoir fait un film sur Edgar Allan Poe. Toujours, on sent que même malgré son âge, aujourd'hui, je crois qu'il a 74 ans, il a toujours son regard d'enfant. Écoute, ce qui est dingue, c'est que ce film est sorti en 76. Il aura 76 ans cette année. Tout simplement. Et il revient avec un film, avec son long métrage qui s'appelle The Samaritan. Et Monsieur Stallone va toucher à ce qui touche aujourd'hui principalement le cinéma, c'est les super-héros. Et lui qui en était un dans les années 80, il va arriver avec cette vision du super-héros en 2022. Merci à toi, Redouane. Encore une fois, merci. On se voit pour le match retour. Ouais. Le rematch. Avec grand plaisir. À bientôt. Salut tout le monde. Ciao. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois, on arrête de jouer. Tu me fais tomber 6 000 balles. Et crois-moi, tu vas me payer, mon copain. Qui que tu sois.